Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la tuberculose pulmonaire de l'enfant, première partie, le diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la tuberculose de l'enfant? D'abord parce que la tuberculose de l'enfant est caractérisée par un accès aux soins très bas par rapport à ce qu'il devrait être. Plus l'enfant est jeune et moins la tuberculose est diagnostiquée et traitée. Vous voyez ici sur ces diapositives de l'OMS que chez les enfants de moins de 5 ans, il n'y a que 31% des tuberculoses qui ont été déclarées et 69% qui n'auraient pas été diagnostiquées. Alors que quand on voit les sujets de 15 ans et plus, il y a au moins 65% des cas qui sont diagnostiqués et donc qui sont traités. La charge de la tuberculose chez l'enfant est énorme et elle n'est pas reconnue. Il y aurait 1 million d'enfants qui auraient été atteints de tuberculose en 2017, donc 10% de la charge tuberculeuse mondiale, et 52% de ces enfants, donc un demi-million, étaient âgés de moins de 5 ans. Ceci est associé à une mortalité très importante, puisqu'il y aurait 233 000 enfants qui seraient décédés de tuberculose en 2017, dont 80% étaient âgés de moins de 5 ans. Le risque maximal d'infection de la maladie est chez les enfants de moins de 2 ans, et puis le risque décroît progressivement jusqu'à 5 ans. Et après, on a une reprise du risque à la préadolescence. Quand on regarde les chiffres en Tunisie, on voit que la tuberculose en général est une pathologie du sujet jeune, mais qu'on a aussi une atteinte chez les enfants entre 0 et 14 ans. Les chiffres déclarés seraient entre 8 et 9 pour 100 000 habitants, mais ils sont très probablement sous-estimés. Parce que quand on regarde notre série chez les patients qui ont été hospitalisés chez nous, on voit que déjà, il y a un chiffre qui est relativement important et qui ne baisse pas en fonction des années, et puis qu'on a une atteinte qui est très importante chez les moins de 5 ans et chez les 10 à 14 ans. Et quand on a comparé les enfants que nous avions diagnostiqués par détection systématique des primo-infections tuberculeuses, on s'est aperçu que la plupart des enfants n'étaient pas explorés et diagnostiqués suffisamment. De la même façon, quand on parle de primo-infection tuberculeuse, vous vous rappelez la notion de primo-infection latente, donc quelque chose qui n'est pas significatif sur le plan symptômes, mais qui correspond en fait à l'entrée dans la tuberculose. Eh bien, 75% des enfants de moins de 5 ans qui auraient dû être protégés par un traitement préventif n'ont pas eu accès à cette thérapeutique préventive. Les enfants et les adolescents souffrent d'un sous-diagnostic et d'un sous-traitement de la tuberculose. Le dépistage est très insuffisant. Quand on regarde chez nos enfants qui ont été hospitalisés pour tuberculose, le dépistage a été fait dans 15% des cas, alors que quand nous avons recherché par l'interrogatoire simple, la contamination, elle était retrouvée dans 50% des cas. Ça veut dire qu'il y avait au moins le double qui aurait dû bénéficier d'un dépistage. Donc, pour nous résumer, un patient tuberculeux sur 5 serait un enfant avec les difficultés diagnostiques et thérapeutiques de l'enfant, qu'il y a un problème de prévention qui est insuffisante, pas assez de dépistage, pas assez de prophylaxie, qu'il y a un problème avec les tuberculoses multirésistantes, puis qu'on ne sait pas vraiment quels sont les schémas de prophylaxie, de chimioprévention qu'on pourrait leur proposer, et les médicaments qu'on utilise sont particulièrement toxiques, et les schémas chez l'enfant sont difficilement définis, puisqu'il y a souvent des essais thérapeutiques chez l'adulte qui sont ensuite collés sur les enfants. La tuberculose est donc une cause de mortalité infantile, mais il faut aussi se rappeler que quand les enfants sont atteints de tuberculose, c'est ça qui constitue le réservoir de la tuberculose dans la population. Enfin, il y a des formes graves et qui peuvent même, on l'a vu, aboutir au décès. Et ces formes graves sont associées à des facteurs de risque. Les facteurs de risque d'infection et de maladie sont, nous l'avons vu, les petits enfants et les adolescents, la malnutrition, le petit poids de naissance,
les mamans qui sont malades de tuberculose associée à un VIH, les enfants qui sont pris en charge par d'autres circuits que le Programme national de lutte antituberculose, et là, les schémas sont mal appliqués en général, et donc il faut former les soignants. Et enfin, il y a un souci sur les enfants qui sont VIH+, et qui ne sont pas traités par thérapeutique antirétrovirale, et là, il y a un risque majeur de tuberculose et de tuberculose sévère. Rapidement, je vais vous rappeler comment nous nous infectons par la tuberculose. Donc, vous vous rappelez que la tuberculose est une porte d'entrée aérienne, que les bacilles sont inhalés, qui vont pénétrer à travers les bronches jusqu'aux alvéoles, qu'au niveau des alvéoles, ils vont être pris en charge par les macrophages, qui vont les emmener dans les ganglions trachéobronchiques, que là, il va y avoir une interaction avec les cellules dendritiques et les lymphocytes, et qu'à partir de ce moment-là, on va avoir le développement d'une immunité spécifique et d'une hypersensibilité cellulaire. Quelque chose qui va prendre en gros 6 semaines à 3 mois. À ce moment-là, l'immunité va pouvoir lutter contre la tuberculose, donc contre le développement des bacilles, et dans la grande majorité des cas, tout va s'en arrêter là. Et on aura simplement une signature immunitaire qui se reflète dans l'hypersensibilité cellulaire qui va donner une intradermoréaction ou un test à l'interféron positif. Malheureusement, dans certains cas, ça ne s'arrête pas là et on va passer à la forme soit patente de primo-infection, soit carrément évoluer vers une tuberculose maladie grandement symptomatique. Quels sont les mécanismes immunitaires vis-à-vis de la tuberculose? Bien, on va avoir, vous le savez tous, une activation des lymphocytes et des macrophages qui vont interagir entre eux pour aboutir au granulome tuberculeux, ici, où vous allez avoir les bacilles qui sont dans les cellules, qui sont au centre, et toute une couronne de cellules qui va se constituer autour de lymphocytes. Donc, vous avez les macrophages qui se transforment en cellules épithélioïdes, en cellules géantes, avec tous les bacilles qui doivent être contenus dans ce granulome, et les lymphocytes autour. Quand tout va bien, dans plus de 90% des cas, le granulome va se calcifier et puis tout va s'en arrêter là. Mais dans certains cas, soit on évolue continuellement vers une caséification et donc une dissémination et une transmission du BK à d'autres zones, soit on va avoir une réactivation, c'est-à-dire qu'un granulome va, disons, se réveiller, on va avoir une possibilité de remultiplication des bacilles et on va aboutir à la même chose qui est la dissémination et la transmission. Quand on a un sujet qui est immunodéprimé, on va aboutir directement à une dissémination. Vous savez aussi qu'il y a les lymphocytes qui sont très importants donc pour la défense par le biais de l'interleukine 12 essentiellement et de l'interféron gamma, qui sont les principales cytokines qui nous protègent vis-à-vis de la tuberculose, mais il y a aussi le rôle du TNF-alpha. Et le cercle vertueux, ça serait que les lymphocytes interagissent de façon positive avec les macrophages qui se transforment en cellules épithélioïdes, qui se transforment ensuite en cellules géantes et qui constitueraient un granulome qui va avorter le développement de la tuberculose. Vous voyez ici en histologie le granulome, le fameux granulome épithélioïde et gigantocellulaire avec nécrose caséeuse au centre, et c'est ce que vous voyez sur la photographie, ce centre qui est sombre et avec à l'intérieur une nécrose qui est éosinophile, donc qui est rouge, et puis toute la couronne de cellules épithélioïdes autour avec les cellules géantes au centre et à la fin tous les petits lymphocytes qui sont en couronne. Par rapport à la réaction d'hypersensibilité retardée, elle est liée à la présence de lymphocytes T mémoire qui vont produire de l'interféron gamma, et donc on va pouvoir le noter au niveau de la peau, on va avoir un granulome, une réaction inflammatoire qui va se développer quand on injecte de la tuberculine, ou bien quand on met des cellules de patients qui a été en contact avec des bacilles avec de nouveau de l'antigène, c'est le principe des tests à l'interféron, on va produire de l'interféron et cette
production va signer le contact antérieur avec le bacille. Passons à la clinique maintenant. Vous avez en face de vous une famille, une maman, 3 enfants. Haroun, 1 an, Saada, 4 ans et Hamza, 8 ans. Leur maman est très inquiète parce que sa sœur, donc leur tante, est soignée depuis une semaine pour tuberculose pulmonaire bacillifère. Les enfants sont bien entendu vaccinés par le BCG puisqu'ils sont nés en Tunisie. Et leur tante, c'est elle qui les garde pendant la journée et elle vit avec eux, donc elle habite dans la même maison qu'eux. Comment estimez-vous le risque de contamination et qu'allez-vous faire? Quand on s'intéresse au risque, il faut d'abord se préoccuper de l'âge de l'enfant. Comme on l'a vu, les enfants de moins de 2 ans sont les enfants les plus à risque. Donc Haroun, qui est à 14 mois, il vit avec sa tante maternelle, qui est bacillifère, donc elle est contagieuse, et elle s'occupe de lui toute la journée. Le contact est donc très proche. Il vous est envoyé pour dépistage. À l'interrogatoire, il a des bronchiolites à répétition et une dermatite atopique de la face. Donc, c'est un enfant qui est typiquement très allergique. Par rapport à d'autres symptômes, la maman n'a rien remarqué. Il a un très bon état général, il est actif, il mange bien, il n'a pas de fièvre, il ne tousse pas et il n'a aucun signe associé. Comment allons-nous estimer le risque? Le contaminateur d'abord. On sait qu'elle est bacillifère, donc le risque est plus important que si elle était simplement positive à la culture ou si elle était encore moins culture négative. Mais le risque existe toujours. Elle n'est pas tabagique. Or, le tabagisme, on le sait, augmente le risque chez elle. Heureusement, il n'y avait pas de tabagisme. Proximité du contact. Quand on dort dans le même lit, c'est supérieur à la même chambre, la même maison, la même pièce pendant la journée. Elle s'occupe de lui toute la journée, donc c'est un risque qui, par rapport à ça, est quand même assez important. La durée du total du contact supérieure à 8 heures, elle s'occupe de lui au moins 6 à 7 heures chaque jour, pas 8 heures au total. Elle est de la même famille, donc il y a un risque génétique, c'est-à-dire que si elle a fait une tuberculose et qu'ils ont des gènes en commun, lui aussi est plus à risque de développer une tuberculose. L'âge, on a vu, il a moins de 2 ans, donc il est à risque. Comorbidité, il est allergique, mais ça n'est pas un risque particulier pour la tuberculose. Quels symptômes allons-nous rechercher? Donc, chez les enfants, le plus fréquent, c'est la toux, mais vous voyez que ce n'est que 25%, suivi de la fièvre et de l'état général, altération de l'état général, 20%, et c'est souvent associé. Tuméfaction cervicale pour les tuberculoses ganglionnaires, moins de 10%. Les douleurs thoraciques, moins de 10%, et l'hémoptysie, très rare chez l'enfant, 2 à 3%. Donc, comment éliminer une tuberculose maladie chez ces enfants? On sait qu'il est asymptomatique, donc on ne peut pas se baser sur ça. Il a un bon poids, vous savez, on a vu que la croissance, c'est quelque chose d'important à vérifier chez les enfants. Il est toujours dans le même couloir, pas plus une DS. Il a une taille normale, une courbe harmonieuse, la cicatrice de BCG est présente et l'examen est normal. Est-ce que vous pouvez vous en arrêter là chez cet enfant? Eh bien non. On va vérifier la cicatrice de BCG, on a vu qu'il était positif. On a vérifié qu'il n'y avait ni altération de l'activité physique, ni fièvre, ni toux, aucun signe physique sur la courbe de croissance, pas de ganglion périphérique. Je vous rappelle que les adénopathies tuberculeuses, elles ont souvent de grandes tailles, elles font souvent plus de 2 cm, elles sont fixes, mais elles sont indolores, elles font pas mal. Elles sont élastiques souvent, à moins d'être ramollies, ou auquel cas vous allez sentir qu'elles sont fluctuantes. Et puis, le plus souvent, elles sont cervicales. C'est vraiment rare d'avoir des adénopathies axillaires. Nous l'avons vu, la clinique chez lui était négative. Mais est-ce qu'on peut s'en arrêter là? Non. Il nous faut absolument chez les enfants une imagerie, donc une radiographie du thorax. La radiographie du thorax, elle peut être soit normale, soit anormale. 70% des enfants infectés de moins de 5 ans ont une opacité médiastino-pulmonaire. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement, même s'ils n'ont aucune manifestation clinique, réaliser une radiographie du thorax.
On peut avoir aussi des condensations systématisées, des nodules, des opacités alvéolaires ou des adénopathies isolées. Quand elle n'est pas interprétable, parce qu'on a une ombre thymique, par exemple, très importante, ou parce que le cliché est considéré de mauvaise qualité, il faut recourir à la TDM thoracique. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va chercher sur la radio? Essentiellement, des opacités médiastino-pulmonaires chez les petits, mais aussi des opacités alvéolaires isolées ou associées aux adénopathies. Et vous voyez ici l'image de Haroun, qui avait 14 mois, qui avait une clinique parfaite, aucun symptôme, et qui pourtant, vous voyez sur cette radiographie, a des lésions qui sont vraiment importantes. On a d'une part cette opacité, ici, triangulaire, donc qui correspond à une condensation parenchymatose systématisée et qui est très probablement liée à des odénopathies qu'on ne voit pas très bien ici parce qu'elles sont cachées entre l'ombre du thymus et l'ombre du cœur, mais on peut les deviner. Donc il a essentiellement une opacité alvéolaire droite et peut-être quelques nodules à gauche. Donc ne pas se fier à une clinique parfaite et toujours recourir à une imagerie. Est-ce qu'ensuite on a besoin des tests immunologiques? Les tests immunologiques, ils sont témoins de l'exposition et de l'infection, mais c'est tout. Et chez cet enfant, on est sûr qu'il a été exposé. Quels sont les tests? L'intradermoréaction à la tuberculine, le seuil de positivité en Tunisie, il est estimé à 10 mm, et chez lui, elle était de 4 mm, donc elle était négative, alors qu'il était exposé et qu'il avait une radiologie positive. Les tests de production d'interféron gamma, dont on a discuté déjà précédemment, ils ont une mauvaise sensibilité avant l'âge de 5 ans et en général, on ne les recommande pas avant l'âge de 5 ans. Pour l'intradermoréaction, j'irai rapidement en vous rappelant que c'est d'utiliser ce qu'on utilise, c'est la tuberculine. Le problème est le manque de spécificité, puisque le BCG peut la positiver et les mycobactéries environnementales. Le plus spécifique, ce serait de se baser sur le virage, qui serait le passage d'une réaction connue négative à une réaction positive en dehors d'une vaccination. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal chez nous à mettre en évidence, puisque tous les enfants sont vaccinés par le BCG, et heureusement. Et puis, je vous rappelle qu'on ne peut pas se baser sur le virage quand on répète l'IDR de façon trop proche. Il faut au moins mettre un intervalle de 6 à 8 semaines, parce que sinon, c'est juste que vous avez injecté de la tuberculine, vous réinjectez au bout d'un temps court, et bien vous allez avoir une IDR positive, faussement positive. Donc la sensibilité de l'IDR, elle est de 80% à peu près, mais sa spécificité de 70 à 80%. Les IGRA, donc les tests au quantiféron, maintenant on utilise 4 tubes. Les antigènes utilisés sont spécifiques du bacille tuberculeux, donc les AT6, le CFP10 et le TB7.7, et donc ça n'est pas positivé par le BCG. Ça, c'est le grand avantage du quantiféron ou des tests à l'interféron par rapport à l'intradermoréaction. On peut aussi répéter le test parce qu'il n'y a pas de boosting, il n'y a pas l'effet qu'on avait vu tout à l'heure avec l'intradermoréaction, puisqu'on n'injecte rien dans l'organisme. Mais on a des réactions qui peuvent être indéterminées, elles sont plus fréquentes chez le petit enfant. Par définition, puisqu'on ne réagit pas en test IGRA aux antigènes du bacille utilisé pour la vaccination, on n'a pas d'intérêt pour le contrôle de l'efficacité du BCG et ne sont pas recommandés avant l'âge de 5 ans. Dans les cas bactériologiquement confirmés, la sensibilité du quantiféron, elle est à peu près de 0,86, donc elle est similaire à la sensibilité de l'intradermoréaction dans les pays à haut revenu. Par contre, quand on regarde la sensibilité du quantiféron et de l'intradermoréaction dans les pays à faible moyen revenu, eh bien la sensibilité du quantiféron est plus faible et celle de l'intradermoréaction à 0,74.
Si les tests immunologiques ne suffisent pas, puisqu'ils témoignent de l'infection mais ne témoignent pas de la maladie elle-même, et si on a un doute, on va, et c'est vraiment fortement conseillé, essayer de confirmer bactériologiquement la tuberculose. Et dans les séries prospectives, donc quand on fait bien les choses, on peut aller jusqu'à 80% de confirmation chez les enfants de moins de 5 ans. Pour ça, ce qui est le plus recommandé, c'est de multiplier les examens. D'abord, l'expectoration induite avec une aspiration rhinopharyngée, c'est-à-dire qu'on va faire respirer à l'enfant un aérosol avec du sérum hypertonique, du sérum salé hypertonique, et on va le faire tousser et aspirer au niveau du pharynx les sécrétions. Ça a plus de 30% de positivité. On peut l'associer à des tubages gastriques, ce qui est encore un petit peu barbare, ou une endoscopie avec un lavage broncho-alvéolaire. Bien sûr, si on a des ganglions, on peut aller les ponctionner à l'aiguille fine. Il faut toujours vérifier aussi l'antibiogramme du contaminateur pour être rassuré par rapport à la sensibilité du germe qui a contaminé l'enfant. Il faut multiplier les prélèvements pour augmenter la rentabilité par les tubages et l'expectoration induite, par exemple. Et toujours demander non seulement un examen direct, mais aussi une culture, puisque chez l'enfant, il n'y a pas beaucoup de bacilles, donc la culture est absolument indispensable, et un antibiogramme. Nous commençons malheureusement à avoir des enfants qui sont multirésistants. Donc, dans les techniques classiques, microscopie optique, et vous voyez ici les bacilles sous la forme de petits bacilles roses, les petits bâtonnets roses, coloration de Zille. Mais ce qu'on utilise maintenant, c'est la microscopie par fluorescence et c'est l'oramine. Et là, vous voyez les petits bâtonnets qui deviennent jaunes fluorescents. Donc, pour le moment, la culture est le moyen de diagnostic de référence. C'est théoriquement le critère absolu pour le diagnostic définitif de la tuberculose et c'est le critère de référence. Le milieu de référence pour l'OMS, c'est désormais le milieu liquide qui améliore les résultats de l'examen direct. Donc les milieux de culture, j'irai rapidement, le milieu de Lowenstein, vous vous rappelez, et puis ce qu'on utilise maintenant quand on veut avoir des cultures rapides, c'est en milieu liquide. Et on identifie les germes qui ont été obtenus par des sondes moléculaires. Ce qu'on peut faire aussi, et ce est désormais obligatoire chez l'enfant, c'est de faire une recherche par PCR. Puisque les enfants n'ayant pas beaucoup de germes, on va aller essayer des techniques plus sensibles et qui sont très spécifiques. Et en l'occurrence, c'est détecter le génome du BK et c'est la technique, par exemple, de GenExpert. C'est une technique assez simple puisqu'il y a très peu de manipulation. On recueille l'échantillon, on le met dans un récipient particulier, une cartouche, on met dans la machine et la machine va nous répondre tout de suite au bout de 1 à 2 heures s'il y a ou s'il n'y a pas d'ADN de bacilles tuberculeux dans l'échantillon qu'on a prélevé. Donc ça, c'est une technique de PCR classique. L'intérêt, c'est que non seulement ça va vous dire s'il y a des germes ou pas, en tout cas, ça ne vous dirait pas s'ils sont vivants ou pas, mais ça vous dira s'il y a des germes ou pas. Et en parallèle, on peut avoir tout de suite aussi la réponse par rapport à la sensibilité à la rifampicine. Si le germe est résistant à la rifampicine, on le sait immédiatement aussi. Et le résultat est obtenu en 2 heures. Donc, c'est un examen qui est pour nous extrêmement utile parce que sa sensibilité est très bonne chez les patients qui sont à l'examen direct positif, et là l'apport, ce sera par rapport à la résistance, mais aussi si l'examen direct est négatif, on a quand même 60 à 75% de cas où la PCR sera positive, et donc on n'aura pas à attendre la culture pour être sûr du diagnostic. Le problème, c'est que ça détecte aussi les bactéries mortes non viables et donc ce n'est pas un examen qu'on peut utiliser pour vérifier l'évolution. On ne peut pas se baser sur la PCR pour dire le patient s'est négativé ou pas. Si elle est positive, ça ne veut pas dire que le patient est encore positif.
Donc, on ne peut pas les utiliser pour le suivi. En fait, quand on dit que les enfants non bacillifères sont rarement positifs, ça n'est pas si vrai que ça, parce que quand on multiplie les examens, qu'on va particulièrement en endoscopie, qu'on refait des examens après endoscopie, on arrive dans la majorité des cas à avoir une bacilloscopie, enfin une PCR positive, même si la bacilloscopie est encore négative. Et puis surtout, l'apport majeur, c'est la recherche de résistance en cas de suspicion de multirésistance. Donc, pour la confirmation, l'expectoration induite avec aspiration rhinopharyngée, on ne l'avait pas faite chez Haloun. On n'a pas fait, les 2 tubes gastriques qu'on avait fait étaient négatifs. On a été en endoscopie avec un lavage bronchiolo-alvéolaire. L'aspect endoscopique était normal, la recherche de BK était négative, mais la PCR était positive en gène expert. L'antibiogramme de l'attente était sensible et donc on a démarré un traitement. On a mis, bien sûr, la culture et on a demandé l'antibiogramme ensuite. Ensuite, pour nous résumer, on avait chez ce petit garçon de 1 an une cicatrice de BCG présente, une exposition à sa tante bacillifère, un examen physique normal, une radiographie thoracique qui montrait une condensation, une intradermopositive à 4 mm et un bilan bactériologique positif. Quels sont les arguments qu'il fallait retenir? L'exposition à la tente, bien sûr, la radiographie du thorax qui était anormale, et le bilan bactériologique positif est tuberculose maladie. Ceci dit, si le bilan bactériologique avait été négatif, on aurait quand même retenu, grâce à la notion de comptage, le diagnostic de tuberculose. Passons à Sava. Sava, elle a 4 ans, donc c'est la sœur moyenne. Elle est exposée à sa tante, pareil. Le BCG est fait, la cicatrice présente, elle est asymptomatique, l'examen clinique est normal, la radiographie thoracique chez elle est normale et l'IDR est à 8 mm, donc a priori considéré comme négatif. Quelle est votre conduite? Là aussi, ce qui est important, c'est son âge. On est sûr qu'elle n'est pas malade, puisqu'on a fait tous les examens qu'il fallait, la radio est normale, l'examen physique est normal et elle n'a pas de symptômes. Donc la tuberculose maladie est éliminée. Par contre, comme elle a moins de 5 ans, elle va avoir obligatoirement une chimioprophylaxie. Le risque de développer une tuberculose ultérieurement était important. Donc, chez les enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas de tuberculose maladie, quel que soit le statut de l'intradermoréaction, on va mettre une chimioprophylaxie. Passons à Hamza. Hamza, c'est le grand frère. Il a 8 ans. Il est lui aussi exposé à sa tante. Il dort dans la même chambre. Les autres petits dormaient dans leur chambre, mais lui, il dort dans la même chambre que sa tante. Donc, le risque, on l'a vu tout à l'heure, est très important. Le BCG est fait, la cicatrice présente, elle n'a pas de symptômes, l'examen clinique est normal, l'IDR est à 8 mm. Et voici sa radiographie du thorax. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous le voyez, il a des anomalies lui aussi, mais c'est assez drôle parce qu'ils ont tous des anomalies à droite. La recherche, donc il a probablement une tuberculose lui aussi. La recherche de BK par l'expectoration était négative. L'expectoration induite, donc quand on l'a fait avec un aérosol, était négative. Et là, il est grand, donc on ne fait pas d'aspiration, on les fait juste tousser et cracher dans le tube. Mais ultérieurement, la culture était positive. Donc, 1 mois après, il avait effectivement une culture de BK positive, puisque c'est un grand enfant, c'est fréquent. Par contre, comme on avait fait une PCR sur l'expectoration induite, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps, puisque la PCR était positive, et donc on a gagné 1 mois par rapport à l'évolution de la maladie pour le mettre sous traitement. Je vous montre d'autres images. Celle de Ali, 2 ans. Vous voyez ici ces adénopathies médiastinales et des images alvéolaires un peu partout. Litège, 6 ans, avec ici ces énormes adénopathies et puis l'atteinte alvéolaire. Hib à 10 ans. Hib, ça c'était vraiment une histoire qui nous a marqué.
Elle souffrait depuis 5 mois d'une toux, d'une fièvre modérée et d'un amaigrissement. Elle avait fait plusieurs consultations, plusieurs cures d'antibiotiques et depuis 3 semaines, elle souffrait de sueur, de céphalée, de vomissements et d'asthénie. Et c'est là, 5 mois après qu'elle ait eu des manifestations graves de céphalée et de vomissements, qu'elle a eu une radiographie du thorax. Et vous voyez ici sa radiographie qui vous montre une miliaire. Évidemment, elle avait ces céphalées et ces vomissements qui évoquaient une localisation centrale, cérébrale, ce qui dans une miliaire est malheureusement fréquent puisqu'on va avoir une atteinte méningée très fréquemment associée et donc de là une atteinte cérébrale. Et vous voyez ici l'IRM chez cet enfant qui était somnolente, confuse, fébrile à 38 et qui avait un poids à -3 ds. L'IRM cérébral montrait 5 tuberculomes de différentes tailles avec un effet de masse. Quand on a repris l'historique, elle avait des antécédents familiaux, une maman traitée pour tuberculose bien avant sa naissance, un grand-père traité en 2009 alors qu'elle avait et pendant 6 mois, un père traité en 2012, dernière consultation en 5 mois de traitement, donc on ne pouvait pas considérer qu'il avait été guéri. L'examen direct et la PCR étaient négatifs chez elle. Quelle était la conduite? On a quand même mis un traitement parce que c'est une urgence, donc dans une miliaire, on met de façon urgente le traitement et on a obtenu une culture positive AJ21. Là, pareil, vous avez elle a 5 ans. Elle a un papa qui avait une tuberculose pulmonaire, tabagique, asymptomatique, et vous voyez sa radio, avec des adénomégalies hilaires droites. Son IDR était à 20 mm, le lavage montrait une lymphocytose à 47%, donc ce qui témoigne quand même d'une atteinte alvéolaire, même si on avait l'impression que ce n'était que des ganglions. BK négatif, PCR négative, et la NFS montrait une hyperleucocytose apolynucléaire. Vous voyez ici le scanner qui montre ici des nodules qui sont relativement gros et puis les ganglions au niveau médiastinal. Vous voyez aussi des nodules un peu partout. C'était une tuberculose ganglionnaire et pulmonaire, alors que sur la radiographie du thorax, on avait l'impression qu'il s'agissait seulement d'une atteinte ganglionnaire. Donc la TDM thoracique peut être d'un apport. Elle peut aussi vous montrer les complications trachéobronchiques. Si on a de gros ganglions, ils risquent de fistuliser, ils risquent de comprimer la bronche, ils risquent de se calcifier. Ça peut vous montrer des atteintes parenchymateuses importantes et ça a une sensibilité meilleure que la radiographie du thorax. Donc on les demande uniquement si on a un doute par rapport à la radiographie du thorax ou si on veut vérifier des complications. L'endoscopie peut avoir un intérêt comme chez cet enfant où vous voyez qu'il y a une énorme opacité, où on voit mal les bronches. Quand on fait son scanner, on voit qu'il y a une compression de l'arbre trachéobronchique. Et à ce moment-là, quand on réalise une endoscopie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a cette grosse compression et qu'elle risque de fistuliser. On voit ici une fistulisation de l'adénopathie dans la bronche avec ce caséum qui sort, qui risque de se calcifier et de se compliquer. Les formes graves existent encore malheureusement. Là, je vais vous parler de Hay, elle a 14 ans, elle est diabétique très mal contrôlée. Elle est admise pour coma acidocétosique et insuffisance respiratoire aiguë en pédiatrie en mai 2017, mais pas 2107. Le retard statural était important et pondéral aussi. Elle n'était pas pubère. Elle avait quitté l'école depuis 6 mois parce qu'elle était trop fatiguée pour faire le chemin à pied. Elle souffrait d'une toux persistante depuis 6 mois, d'un abcès de la fesse. Elle avait eu des traitements anti-staphylococciques multiples sans résultat. Vous voyez sa radiographie du thorax. La première fois, elle avait été considérée comme une staphylococcie pleuropulmonaire. Et devant la persistance des lésions, un bilan a été demandé et nous a été adressé avec cette radiographie. Vous voyez ces poumons qui sont quasiment détruits des deux côtés.
les lésions qui sont énormes sur le scanner avec les cavités importantes. Chez elle, est-ce que vous pensez que les tests immunologiques ont une place? Vous voyez que son IDR était négatif, le quantiferon positif, mais vraiment, l'intérêt n'est pas du tout flagrant, parce que chez elle, on a besoin d'une preuve bactériologique. C'est une grande fille. Donc la confirmation bactériologique, fibroscopie avec lavage sous ventilation non invasive, parce qu'elle ne supportait pas de faire une fibroscopie à l'état de base, elle était hypoxique. La PCR était positive en gène expert avec une mycobactérie sensible, heureusement, et le BK est revenu positif ensuite à l'examen direct, alors qu'elle avait eu plusieurs recherches qui avaient été négatives antérieurement. Donc, pour nous résumer, le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, il va se baser sur la clinique, bien sûr, sur la recherche d'un contaminateur, surtout chez les enfants quand ils sont petits, qui ne sortent pas encore de la maison beaucoup, sur l'imagerie, essentiellement la radiographie du thorax, parfois par la TDM. Les tests immunologiques vont prouver le contact, l'IDR, quantifieront éventuellement chez les enfants de plus de 5 ans, et la bactériologie qui est essentielle, et la PCR est un outil vraiment formidable pour nous aider à faire le diagnostic et à confirmer le diagnostic de tuberculose. Je vous remercie.